Bienvenue vraiment au sein de ce campus, bienvenue dans cette belle opération proposée par Comment. Je me rappelle un temps, alors maintenant assez ancien, où j'étais directeur de la communication dans le groupe Bouygues, et j'adorais ces moments où je pouvais m'échapper de mon quotidien et pouvoir aller respirer en m'inspirant. Et donc c'est tout l'enjeu de cette matinale proposée par Comment, qui va donc vous permettre de passer en revue et d'écouter plusieurs experts sur 7 grandes inspirations. Alors ces inspirations, elles tombent pas du ciel, hein, elles sont issues de tous les dossiers qui ont été présentés au Grand Prix Comment 2023. Et donc il y a eu un travail de synthèse, de réflexion pour bien identifier quelles sont aujourd'hui les grandes inspirations qui transpercent la communication et qui nous montrent un petit peu les chemins à suivre par rapport à tous les enjeux actuels. Donc bienvenue à toutes et à tous, je suis content d'accueillir des professionnels de la communication et je salue aussi ma petite classe de 3e année de communication qui sont avec nous en fond de salle. Et je leur ai dit qu'il ne fallait pas hésiter à faire du réseau. Donc voilà, si vous vous faites tout à l'heure interpeller par des jeunes, ce seront les jeunes de Narrative. Donc ici vous êtes sur le campus de Narrative, école que je dirige. École de communication, journalisme, création de contenu. Donc on est dans la narration, on est dans l'art du récit, qui est là aussi une des grandes inspirations du moment. Je vais remercier les partenaires, parce que seraient ces matinales inspirations de Comment sans partenaires? Donc nous avons, et je vais remercier, alors ça c'était pour les 7 inspirations qu'on va passer en revue. C'était donc bien sûr tout ce qui touche aux écosystèmes. La slide suivante, peut-être. Ah non, pardon. Là, je pense qu'il y a un petit... Non, mais c'est pas très grave. Mais je vais vous citer les partenaires de cette matinale. Ah bah voilà, ils sont là, je savais bien qu'ils étaient là. Donc, dans l'ordre alphabétique, Audencia Business School, avec un grand H, Créapix, iPrespac, Envie de dire, le groupe Rouge Vif, l'ISCOM, Meet My Mama, Narrative, Occurrence, Onclusive, The Good Company et Ouzbek Erika. Donc vous voyez toute l'intelligence des partenaires qui sont mobilisés pour cette matinale inspiration. Donc comme je l'évoquais, on va passer en revue tout à l'heure 7 inspirations. On va parler de marques citoyennes, on va parler de nouveaux récits, on va parler de responsabilité, on va parler d'IA et ainsi de suite. En 2 grandes parties, une première partie avec 3 inspirations, et un focus sur le prix coup de cœur des Grands Prix 2023. C'était intéressant de revenir sur ce prix coup de cœur. Vous verrez, on en tirera également quelques conclusions. Et puis en deuxième partie, 3 nouvelles inspirations. Et puis on terminera par le Grand Prix 2023, qui lui également porte pas mal d'inspiration et de tendances pour la communication. On va commencer par la première inspiration que nous avons baptisée « Histoire courte ». Et je vais demander à un binôme, Mathilde Bourmeau et Jackie Keul, de me rejoindre. Je vous laisse vous installer peut-être en face de moi, comme ça, nous allons pouvoir... Alors, Jackie, qui est storyteller, stratège en contenu, référent des masters de chez Narrative, et puis Mathilde, qui est experte en brain content, qui intervient aussi bien sûr chez Narrative, qui est journaliste, qui est responsable éditoriale et productrice, rien que ça. Je vais commencer, Jackie, avec toi, sur cette notion d'inspiration histoire courte. Première inspiration de la matinale. Sur cette histoire courte, aujourd'hui, est-ce que c'est une vraie tendance de fond? Et est-ce qu'on gagne forcément en efficacité quand on fait court? Alors, je la fais courte et on arrête là. On va creuser ça un petit peu. Oui, c'est effectivement une vraie tendance. Alors, c'est une vraie et une fausse tendance. Ça fait longtemps qu'on sait faire court. Hein. Nous, dans la communication, on sait. Hein, Ardisson a créé les fameux 6 secondes, 8 secondes, ouais. Pour nous faire comprendre qu'Ovo Maltine, c'était de la dynamique, etc. Mais c'est une vraie tendance parce que le court, il faut faire court parce que les concurrents le font, parce que les réseaux sociaux demandent du court à longueur de journée, à longueur de seconde et tout, etc. Et aussi parce que le court nous aide à être une porte d'entrée vers le long. Hein, souvent, on disait que les cinéastes commençaient par faire des courts-métrages, et c'était l'école du long-métrage.
et c'est formidable. Mais surtout, il y a cette capacité d'attirer l'attention. Et on est quand même, on le dit, il y en a qui parlent de guerre de l'attention, il y en a qui parlent de marketing de l'attention. On est sur l'attention et il faut la générer et le cours peut faire ça. Très bien. Donc on gagne en efficacité et on gagne en attention en faisant court. Voilà, tout à fait. C'est la fin du long? Et alors non, c'est pas la fin du long, mais c'est, je pense, comme je le disais, une porte d'entrée vers le long, une autre manière de dire, tiens, regarde, on t'intéresse comme ça, eh ben prends un petit peu le temps d'aller vers le long. Alors il y a un vrai paradoxe, hein. Il y a un vrai paradoxe, c'est que il paraît, les gens disent on n'aime plus le long ou arrête de faire long, etc. Pourtant, on passe longtemps à regarder beaucoup de cours. Vous faites ça, vous, sur vos réseaux sociaux? On passe notre temps à regarder plein de choses courtes, mais longtemps. Et paradoxalement, quand je dis à mes étudiants ou à des clients, je dis vous seriez prêt à regarder une vidéo de 10 minutes? Ils me disent non. Par contre, ils peuvent rester un quart d'heure à regarder des 30 secondes, des 10 secondes, des 15 secondes. Voilà. Hein, et c'est ça le vrai paradoxe. Mais je pense que le long, on en a toujours envie. Oui. On va toujours au cinéma. On a toujours la capacité et l'envie de le faire. Et je pense qu'il faut toujours le faire. Parce que comme je le dis souvent, alors on parle de cours et de snacking, mais je dis souvent, et j'utilise cette image, une overdose de snacking ne fait pas un bon repas. Au bout d'un moment, les petites cacahuètes, tout ça qu'on adore, qui sont bonnes, qui font du plaisir à la dopamine et tout, etc., eh ben, il faut autre chose, il faut plus de profondeur, de longueur, et là, il n'y a que la longueur qui peut nous l'apporter. Alors si je reste sur le court, on peut quand même faire court et bien à la fois. Ah ben oui, on peut faire court et bien, mais il faut faire appel à l'intelligence, à la référence, à la rapidité de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'on peut faire comprendre à ceux qui nous regardent, ce qui nous permet, comme en BD ou autre, par l'ellipse, de venir plus rapidement à un message de fond qu'on peut donner. On n'est pas obligé d'expliquer le contexte, il y a 1000 ans, voilà, la guerre, l'empire, la rébellion, tout ça. Non, on plante rapidement le décor, on fait très court, et ça permet, pour certaines marques, et pour des journalistes ou d'autres, d'être rapidement dans la substantifique moelle du contenu qu'on veut faire passer. Mathilde, s'il y a bien un format qui s'est mis au cours depuis quelques temps, c'est la vidéo. Quelle est ton impression sur ce format court vidéo? Je dirais que, alors là on est dans le milieu de la communication, mais je dirais que le premier milieu en tout cas qui est mis de par la multiplication des canaux de diffusion, c'est aussi l'information. Le meilleur des exemples, c'est Brut, c'est comment raconter une problématique, un enjeu de société, un sujet d'actualité en quelques minutes pour que le téléspectateur saisisse les enjeux et les informations les plus courtes. Les chaînes d'information aussi le font très bien. Et donc, finalement, en fait, chaque milieu s'inspire de l'autre. Et la vidéo, en l'occurrence, effectivement, qui est même complètement mon prisme et mon angle de travail, eh bien, c'est complètement mis à cette manière de faire. Et d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années aussi en télévision, les formats courts, les programmes courts du style Camelot, Caméra Café ont envahi les chaînes de télévision, notamment M6. Le public a ici essayé et adoré. On n'était pas à l'époque de Netflix, donc il n'y avait pas de binge-watching. On avait quand même une fenêtre de diffusion qui était de 5 minutes. Mais en tout cas, les gens y restaient et le regardaient. Et d'ailleurs, il y a eu un très grand succès, plus qu'en France, même à l'international. Donc en vidéo, il y a effectivement, aujourd'hui, les clients en communication le demandent énormément. Souvent dans les briefs, c'est on aimerait faire un façon brute, un façon combini. Alors nous, on leur apprend de manière pédagogue qu'il y a aussi d'autres manières de faire, mais ils sont vraiment sur du court. Et moi, un exemple que je vais vous donner, d'ailleurs, le langage est très intéressant. J'ai travaillé pour Renault, donc du brand content, dans sa problématique RSE. Et donc, on parlait d'un documentaire. On a fait 25 heures de rush pour 4 minutes 23. Ils appellent ça un documentaire. Moi, dans mon jargon, je vais plutôt parler d'un documentaire clippé. Mais effectivement, on avait 25 talents, donc c'était un tremplin de jeunes rappeurs. C'était un roadshow. On partait dans 5 villes, incarné par Youssoupha, donc grand rappeur français. Et chacun venait enregistrer en fait son son dans un master Renault qui avait été totalement reformaté en studio de son, d'enregistrement. Et donc, vous aviez 25 talents au total. Il y avait aussi incarné l'ingénieur du son, qui était vraiment le personnage liant entre ces 25 talents, et puis bien évidemment Youssoupha. Et donc, notre enjeu a été de saisir, en tout cas, ces 25 talents, on avait peut-être une phrase par 25 talents, on avait 10 à 15 minutes d'interview, et il fallait aller saisir cette phrase-là qui allait nous permettre aux spectateurs, aux viewers,
de pouvoir saisir la personnalité, l'enjeu de chacun de ces jeunes par rapport à son parcours, et puis comprendre aussi le concept et comment chacun de ces personnages nourrissait l'intrigue, bien évidemment, de cette vidéo. Dans chaque vidéo, il y a une intrigue, elle est importante, il y a un contexte, il y a une intrigue, comment elle va être résolue. Et ça, c'est très important et ça fait partie des ingrédients, finalement, d'une bonne vidéo, mais comme d'un bon roman, sur un format aussi un peu plus long. Donc on a les mêmes recettes, mais resserrées. Et aujourd'hui, effectivement, on est habitué à cette mécanique très rapide. Le cerveau n'a plus le temps d'engendrer. On a peut-être, c'est plus que le cerveau, on n'a plus le temps. On prend plus le temps d'eux. On nous fait croire qu'on peut s'informer très rapidement. On nous fait croire qu'on peut se divertir très rapidement. C'est un fait, mais attention aussi, moi je suis une grande adepte des formats longs et c'est important. Et donc, il n'y a pas de format court versus format long. Je pense que les deux se complètent. D'ailleurs, on va pouvoir avoir un format court au début qui va être un teaser pour nous happer et nous faire découvrir un format un peu plus long. Voilà, c'est deux manières de faire. Les marques le demandent parce qu'elles ont besoin de communiquer rapidement, de prendre place. C'est à nous aussi de le faire bien et il faut le faire bien. Le court ne justifie pas le faire mal, au contraire. Dans cette problématique de la nuance qui est très importante aujourd'hui. Importante, bien sûr. Une question à vous deux. Le court s'arrêtera où? Jusqu'où on va aller? Parce qu'on parle sur TikTok aujourd'hui, vidéo dure environ 6 à 7 secondes. On va aller encore plus loin. Demain, ce sera 2 secondes, 3 secondes. Alors moi, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu que la vidéo la plus courte, elle durait 1 seconde. C'était McCann, l'agence McCann Digital en Israël, qui la problématique était de faire comprendre les enjeux, les obstacles que rencontraient les personnes atteintes de TOC. Et donc elles ont créé une vidéo d'1 seconde où finalement on ne peut pas voir ce qui est inscrit sur cette vidéo, et pour comprendre et lire ce qui est inscrit, on est obligé de la rejouer. Et donc je trouve que c'est très intéressant parce qu'ils nous font vivre, parce que voilà, la vidéo c'est aussi dans l'empathie, dans ce processus-là. Donc en 1 seconde, on comprend, on se met dans la peau et on comprend les obstacles et les enjeux. Je trouve que c'est un résultat très intéressant. Bel exemple, et ça me donne la transition pour toi, Jackie. Il y a un mot que tu aimes beaucoup, c'est la créativité. Quand on parle format court, est-ce que ça accentue la nécessité d'être méga créatif? Et si on rebondit sur l'exemple de Mathilde, là, je rebondis sur l'exemple de Mathilde. Est-ce qu'on va revenir à l'image subliminale? Donc 24 images secondes, la 25e, qu'est-ce qu'elle place? Est-ce que c'est ça le court? Est-ce que c'est ça vers quoi on va aller? A priori non, puisqu'on a fait des études, ça fonctionnait pas. Alors oui, quand on est court, on est obligé de mobiliser la créativité, l'intelligence, les références, etc. Je pense qu'on peut faire court, vite fait, bien fait, comme on sait tous faire avec une caméra, son téléphone, ça c'est facile, c'est fastoche, j'allais dire. Mais je pense qu'on est obligé. J'ai toujours en tête, et c'est ce que j'ai dit lors de l'interview, c'est Blaise Pascal qui disait excusez-moi de cette lettre un petit peu longue, j'ai pas eu le temps de faire court. Il faut du temps, il faut de la créativité, il faut des références, il faut réfléchir, regarder, tester, etc. Il faut vraiment tout ceci. Et les plus créatifs, d'habitude, ressortent du lot. Alors elles sont courtes, ça fonctionne bien. C'est comme les BD, j'adore les BD, là, en 3 cases, on peut raconter plein de choses. Ou alors on peut raconter un roman ou raconter les classiques comme l'a fait une illustratrice en 3 ou en 9 cases, comment on raconte Les Misérables, etc. Mais je pense que la créativité... Et ce qui est bien avec le cours, c'est qu'il faut la mobiliser, la créativité. Moi, j'ai l'impression qu'on est devenu un peu paresseux. C'est facile de faire des images, c'est facile de prendre son téléphone, c'est facile d'aller dans la rue, c'est facile de faire un joke, une caméra cachée, des choses comme ça. On va s'en souvenir, c'est un petit bonbon, c'est sympa, mais est-ce qu'on va s'en souvenir longtemps? Je ne suis pas sûr. Par contre, dès que c'est créatif, on partage un peu plus, on engage, on montre. Et pour les marques et pour les marques et les produits et tout ça, c'est important. Ou pour les associations également. Voilà. Et je pense que la créativité est vraiment nécessaire d'y revenir. Parce que je trouve qu'il y a eu une petite perte. Le cours, on s'est dit... Donc revenons à la créativité pour que l'efficacité des formats courts et longs d'ailleurs soit toujours au rendez-vous. Tout à fait. Mot Il faut oui, enfin, c'est vraiment le faire court, ça demande encore plus de travail. Voilà, qu'est-ce qu'aurait été l'Assommoir de Zola en version courte? Est-ce qu'il aurait pu le faire? Voilà, parce que les détails, voilà, en tout cas, voilà, ça demande beaucoup de créativité, d'exigence. Je pense que c'est ça aussi le terme. Et le temps est une limite, et ça, il faut l'accepter. C'est un obstacle, mais qui nous amène, c'est aussi la créativité. On l'a en s'essayant, en étant face aux obstacles et en dépassant aussi ces obstacles-là. Et souvent, on l'oublie dans cette mécanique, parce qu'il faut aussi toujours produire plus vite. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi l'autre enjeu derrière. Et si on terminait en disant, bref, faisons court mais bien. Voilà.
Merci beaucoup Mathilde et Jackie, on peut vous applaudir tous les deux. Et en plus, nous avons tenu le timing, qui n'était pas forcément court, hein, qui était de 10 minutes, donc merci à vous deux. Pour les questions, ce sera à la fin de la première partie de cette matinale inspiration. On va accueillir Asaël pour l'inspiration number 2. Asaël, tu vas bien, je l'espère. Bon, Asaël, est-ce que je te présente encore? Oui, quand même, donc qui est cofondateur et DG de Occurrence, grand cabinet d'études que tout le monde connaît dans l'univers de la communication, et secrétaire général aussi de Comment, notre belle association. Tout à fait. Alors, Asaël, avec toi, nous allons parler d'une deuxième inspiration, en l'occurrence la marque citoyenne. Alors, j'ai envie de dire la marque citoyenne, quand j'ai vu cette inspiration, c'est vrai que je me suis dit, mais attends, la marque citoyenne, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait quand même quelques années qu'on parle de ce sujet. Tout à fait. C'était ma surprise aussi. Alors, j'ai le plaisir d'être le co-auteur du Communicator, donc je suis allé voir le Communicator numéro 1. On est en quelle année, là? En quel siècle? Tu fais bien de dire on est en quel siècle, puisqu'il est sorti en 94, donc certainement rédigé en 92, etc. Et je vous lis juste les premières lignes de l'introduction du Communicator numéro 1, 94. Et voilà, c'est les premières lignes. Système désormais ouvert sur l'extérieur, l'entreprise ne se définit plus seulement par sa production, mais aussi par sa personnalité sociale, par sa place dans la cité. Et c'est comme ça que commence le Communicator 94. Donc on a fait quoi depuis On a hiberné. On a hiberné. À peu près, ouais. En partie. Il y a toujours des pionniers qui ont poursuivi le sujet. Je pense qu'une grande partie de notre secteur attend plutôt la législation. Donc, ou la norme, donc la norme ISO 26000 en 2010, la loi Pacte en 2019. Donc le sujet est bien un sujet de tendance, mais je pense après un moment de fonte des glaces là. Donc on retrouve ce sujet-là, peut-être quand même plus sophistiqué qu'en 94. Oui. C'est mon diagnostic, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il y a un triptyque qui est un peu plus sophistiqué que simplement marque citoyenne. La marque citoyenne / engagée, pour moi, il y a aujourd'hui des marques militantes, et c'est pas la même chose que simplement être citoyen. Et je commence à voir apparaître des marques ou des entreprises politiques. Alors parlons de ça. Donc citoyen, militant, politique. Quelle définition tu mettrais derrière ces trois la marque engagée, elle va affirmer une raison d'être, etc., etc. La marque militante, elle va avoir des positions beaucoup plus sociales, voire une raison de faire. On y reviendra, mais des actes beaucoup plus forts. Par exemple, la Maïf qui va avoir ce dividende pour la planète, suivi par le Crédit Mutuel, qui va devenir la première fondation de France au distributive en donnant 15% de son résultat. Ça va faire beaucoup de millions, tout ça. Et puis on commence à avoir des marques politiques, c'est-à-dire qui vont avoir un engagement face à des réformes politiques. On le voit plutôt aux États-Unis aujourd'hui. Disney qui a un bras de fer avec le gouverneur de Floride. On le sait pas, mais par exemple Chanel, aux États-Unis, a proposé très officiellement de rembourser les déplacements pour les femmes qui voulaient avorter dans des États qui ne le permettaient pas. Là, on est beaucoup plus que sur du militantisme. On est encore au-delà et on prend une position politique, avec ce que ça signifie de clivage. Est-ce qu'il y a encore un risque de tomber dans du washing, que ce soit du social washing, du green washing, dans du washing, ce que tu veux? Oui, bien sûr. C'est toujours cette petite phrase. Moi, j'ai un collaborateur qui est québécois, donc il me dit souvent une phrase que j'aime bien. Il dit les babines viennent après les bottines. C'est-à-dire que d'abord on fait, puis après on parle. Donc les babines viennent après les bottines. Et c'est ce que dit autrement. Nous, on a un triptyque chez Occurrence quand on fait de la mesure. On essaie de mesurer la réalité, la robustesse de la raison d'être, mais assez vite de la raison de faire. Et on a un troisième niveau qui est la notion de raison d'avoir. C'est-à-dire, est-ce que les consommateurs citoyens ont encore la capacité de s'offrir la raison d'être de l'entreprise, si j'ose dire? Ça se mesure comment, justement? En fait, ça se mesure. Alors, il y a un sujet très concrètement de capacité donc d'adhésion chez le consommateur citoyen et d'essayer de faire toujours la part des choses entre son adhésion intellectuelle. C'est-à-dire que souvent le problème dans les sondages, c'est que les Français répondent en citoyen. Et ensuite, ils deviennent consommateurs dans la vraie vie. Donc, on essaye, nous, dans nos questions, de les ramener
de leur position citoyenne qui est toujours très noble. 92% veulent acheter, 86% veulent plus prendre l'avion. L'avion ne cesse de progresser, etc., etc. Je vous rappelle les Français, par exemple. On est devenu en France en 2022 le 2e pays après les États-Unis dans le monde en nombre de piscines par habitant. Donc il y a un grand écart entre... Ah bah oui, là il y a un sacré grand écart. Voilà, donc c'est quand même un vrai sujet. Je sais pas combien ça fait de super bassines toutes les piscines, mais bon. Donc bref, raison d'être, raison de faire. Donc là aussi, je reprends ma Yves qui est souvent un bon modèle. C'est j'ai une raison d'être et puis pendant le Covid, la raison de faire, je rembourse tout ou partie de la prime automobile à mes clients sociétaires. Voilà. Ça c'est de la raison de faire, et puis la raison d'être, la raison d'avoir, c'est vraiment en se disant à chaque fois, est-ce que le citoyen, en le basculant dans sa dimension consommateur, est-ce qu'il suit toujours le triptyque précédent? Et ça, il ne faut pas l'oublier. On est entré quand même dans le sujet de l'inflation, le sujet du pouvoir d'achat, c'est un énorme élément. Un énorme sujet. Ouais. Le rôle du directeur ou de la directrice de la communication sur des sujets comme ça, est-ce que c'est des sujets de communication ou est-ce que c'est des sujets de direction générale? Alors c'est toute la place. Vous savez que nous chez Comment on défend une position d'un DIRCOM fort, stratégique, au COMEX, écouter ou parfois pas écouter, mais au moins qu'il y ait une possibilité d'assertivité, d'affirmation, etc., etc. Donc évidemment, nous on milite beaucoup pour des positions comme Antoine Cyr, par exemple chez BNP, qui devient directeur de l'engagement. Pas certain que le DIRCOM doit devenir le directeur de la RSE, oui. Mais au moins cette notion d'engagement, certainement, et en tout cas cette capacité à être le fil rouge et de rappeler que derrière un purpose, derrière une raison d'être, il y a obligatoirement des faits et il y a forcément un acteur économique quelque part qui doit assumer ou pas cette belle promesse. Ça, je pense que c'est quand même le rôle du DIRCOM. Et surtout, le DIRCOM, il a cette capacité, je pense, aujourd'hui, plus que jamais, d'être la vigie, d'être en haut du mât, et d'avoir cette capacité aussi à voir les grands mouvements d'opinion. Pas grand monde le fait. C'est-à-dire, le directeur marketing va regarder le consommateur dans son côté étude de marché, mais qui a la capacité d'être en haut du mât, de dire terre, de dire iceberg, de dire etc., etc. Je pense que c'est de plus en plus le rôle du DIRCOM. Donc peut-être ce sera une inspiration 2024. Oui. Dernière question, tu étais au congrès de la communication responsable, c'était jeudi, vendredi dernier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, vrai succès. Ouais. Vrai succès, oui, j'ai vu un peu tous les posts. Est-ce que vous avez parlé, j'imagine, de marques citoyennes, marques politiques, marques militantes, et avec ta réflexion et ton recul, ce serait quoi la prochaine étape en fait pour la marque? En fait, aujourd'hui, alors c'était un vrai succès, plus de 1000 participants en 2 jours, des ateliers. Alors c'était vraiment une manière de se compter. Enfin, de se rassembler, de voir qu'on commençait à faire groupe. Un des énormes sujets sur la critique qui est formulée à la communication, dont cette tendance peut être une réponse, c'est ça fait en gros 100 ans, 150 ans que la fonction com fabrique un imaginaire de société. Que je résume assez basiquement, consommer c'est le kiff, surconsommer c'est le surkiff, qui n'est pas compatible avec la suite, en tout cas du vivant sur Terre. On va dire ça comme ça. Donc en fait, la question de la com responsable, elle touche à ça, c'est de se dire derrière la raison d'être, derrière la raison de faire, il y a probablement une narration, un récit de société et d'imaginaire à réinventer. Comment est-ce qu'on baisse les niveaux des stéréotypes? Comment est-ce que on propose davantage dans une communication très fortement débattue, peut-être que vous l'avez vu, il y a une campagne pour un véhicule Renault. Ça reste une campagne de véhicule Renault électrique, mais dans lequel Renault met en avant le fait de ne pas utiliser ou de peu utiliser son véhicule. Donc c'est un sujet qui fait débat dans la communauté de la com responsable, en disant bah oui, mais on nous vend une voiture. Donc Renault nous dit utilisez peu votre voiture, mais si possible, utilisez peu une Renault. Donc en effet, ça fait mais néanmoins, typiquement, Renault n'aurait jamais fait cette publicité il y a encore 3 ou 4 ans. Ouais. Voilà, donc là, on a une raison d'être. On progresse. Ouais, on progresse. Renault ne dit pas encore, n'achetez pas de voiture, ayez l'usage de la voiture. Oui. Voilà, mais on commence à progresser, et donc c'était un moment assez intéressant. Je trouve qu'on arrivait bien à emboîter raison d'être, raison de faire, et on a pas mal parlé de ce sujet aussi, un peu pouvoir d'achat, capacité pour les Français de suivre.
Là, on peut avoir un regard condescendant sur Shane, sur des choses comme ça. On peut avoir un regard très, très négatif. Hein. On peut aussi se questionner sur d'où vient cette réussite commerciale. Donc tu restes optimiste? Oui, je vois plutôt le verre à moitié plein, moi. Ok, ben voilà, c'est important, bien sûr. Ok. Un grand merci à Sahel, c'est super éclairant sur cette notion de marque citoyenne. Pour cette inspiration numéro 2, nous allons... Alors là, on va parler d'un sujet, évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler d'inspiration sans parler d'IA, d'intelligibles intelligences, comme on les a rebaptisées dans cette inspiration numéro 3, avec Sébastien Bailly qui va nous rejoindre. Sébastien, écrivain, journaliste et directeur de la communication de Rouen Seine-Normande 2028. Ça va Sébastien? Très bien. Sébastien me rappelait qu'il avait enseigné chez Narrative il y a quelques années. Donc sois le re-bienvenu. Alors, on va parler un peu de IA. C'est évidemment une grande inspiration 2023 et à venir. Quoique, tu me rappelais que toi, ta relation à l'IA, elle date pas d'hier matin, elle date d'il y a beaucoup plus longtemps. Rappelle-nous ça. Oui, alors c'est anecdotique, mais ça dit aussi que tout ne naît pas en décembre 2022. Je sais pas, je devais avoir 16 ans. Donc si vous me voyez, vous voyez que ça remonte un peu. Quand j'ai programmé mon premier générateur de poèmes sur mon TI 99 4A, ça vous dit rien ça, TI 99 4A, dans le salon de la famille, on enregistrait les programmes sur des cassettes audio à l'époque. Donc la génération de texte automatisée par l'ordinateur, on ne parle pas d'IA hein, à l'époque, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. Ce qui change, c'est la boîte noire qu'il y a derrière. Et donc aujourd'hui, comment, puisqu'on parle en effet beaucoup du coup maintenant de l'IA depuis quelques mois, comment est-ce que le communicant peut s'approprier, utiliser l'IA? Quel usage, quelle fonction, quel service? Alors, je donne des cours à des licences en com et j'avais cours le lendemain du jour de la mise en ligne de ChatGPT. Et c'est le premier truc que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous y allez. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez vous servir de ça, que vous voyez comment ça marche, que vous compreniez comment ça marche. Les fonctions qu'il y a aujourd'hui, alors je vais surtout parler de ChatGPT, mais ça changera et c'est pas très grave que ce soit cette marque-là aujourd'hui. Les fonctions aujourd'hui disponibles sont des fonctions qui vont complètement changer notre façon de travailler. On n'y peut rien, c'est comme ça. Comme le traitement de texte a changé nos façons de travailler quand il est arrivé, c'est une révolution qui vaut bien l'arrivée du web au milieu des années 90, qui vaut bien l'arrivée du smartphone au début des années 2000. On est dans quelque chose d'au moins aussi fort que ça. J'ai pas été excité autant à la mise en ligne d'un produit depuis bien longtemps. Alors ça fait quoi ? Ça fait à peu près tout ce que vous voulez, sauf dire la vérité. Nuance importante. Non, c'est une nuance importante, parce que c'est la principale critique qu'on fait à l'intelligence artificielle. Oui, mais ça dit n'importe quoi. Oui, ça dit n'importe quoi, si on veut que ça dise n'importe quoi. Par contre, en outil de créativité, c'est génial. Et donc, pour nos métiers, c'est un support absolument extraordinaire. Donne-nous quelques exemples concrets. Des exemples concrets. J'ai déjà aujourd'hui, et vous pouvez l'avoir, un petit bouton dans mon navigateur qui m'ouvre une barre d'outils que vous aurez bientôt dans les traitements de texte et dans votre suite bureautique. Quand je sélectionne une phrase, je peux cliquer sur un bouton pour lui demander de m'en faire 3. Et quand je sélectionne un long paragraphe, je peux cliquer sur un bouton pour lui demander de me le résumer. Donc en fait, la façon dont on va travailler, la façon dont on va écrire va changer. Et ça va nous paraître naturel dans 6 mois. C'est-à-dire que ça nous paraît incroyable aujourd'hui, mais ce sera aussi naturel que de mettre en gras. Donc le rapport à l'écriture va changer. Il va changer, alors là je vous dis résumé, rallongé. Résumé, ça paraît simple. Rallongé, c'est un peu plus mystérieux. Mais vous pouvez changer le ton. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bouton en disant « Là, je voudrais que tu me le fasses plus familier, s'il te plaît. » Et vous allez avoir le même contenu dans une version plus familière. Donc le rapport au texte change. Ça, c'est une donnée qui est forte, et qui est forte pour les étudiants qui sont au fond de la salle là-bas, qui, en fait, vont avoir à écrire avec des outils que leurs parents ne vont pas maîtriser du jour au lendemain. Donc vous avez une chance folle, c'est d'arriver au moment où les vieux vont se retrouver à la ramasse. D'explorer un nouveau terrain de jeu. Ouais. Tu l'as dit, il faut quand même savoir lui parler. Alors il faut savoir lui parler. Alors ça fait écho à ce qu'on verra en toute fin de matinée, mais ça fait écho au Grand Prix.
il faut savoir lui parler. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une vraie maîtrise de la langue pour parler avec ChatGPT. Une vraie maîtrise des nuances, une vraie maîtrise précise du vocabulaire. En fait, on ne peut pas utiliser ChatGPT correctement si on ne sait pas écrire, aujourd'hui. Donc ça ne vient pas remplacer, ça vient accompagner. Et ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Et c'est là aussi où on peut se tromper, c'est-à-dire, et c'est là où on voit des étudiants rendre des contenus qu'ils ont générés avec ChatGPT sans rien comprendre à ce qu'ils rendent, en fait. Et là, ça ne marche pas. Si vous utilisez ChatGPT pour générer du contenu sur des sujets que vous ne connaissez pas, vous allez vous planter. C'est un outil support, ce n'est pas un outil qui vous remplace. Et ça, c'est plutôt une chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait gagner du temps. Des contenus qu'on produisait en 4 heures, on va les produire en 30 minutes. Mais pas si on ne connaît pas le sujet, pas si on ne sait pas écrire. Tu parles beaucoup de texte, de contenu, oui. Mais aussi il y a tout l'aspect création, créativité, design, qui est un vrai sujet aussi. D'évolution. C'est vrai que mon prisme à moi, c'est le texte. En graphisme, par exemple, je suis moins compétent. Aujourd'hui, je trouve qu'on arrive à obtenir des choses magnifiques. Vous avez peut-être tous joué avec Midjourney, avec DALL-E, avec des choses comme ça. On obtient des choses assez magnifiques, des choses assez ratées. Il y a encore une marge de progression. C'est une vraie question pour les graphistes, c'est une vraie question économique aussi, c'est que c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide de taper un prompt dans un générateur de visuel que de faire appel à un graphiste. J'ai l'impression qu'on a un petit peu plus de marge encore sur le graphisme, mais ça ne va pas durer. Et puis sur la vidéo, ça arrive. Ça va très vite. Mais en termes de créativité, puisque c'était la question, et je reviens au texte, là, je vous parlais jusque-là de comment ça accompagne la façon d'écrire. Moi, j'utilise ChatGPT essentiellement comme outil de créativité. Et là, dans nos métiers, c'est assez fort. Je vais vous citer un exemple. Donc, je suis directeur de la com de la candidature de Rouen comme capitale européenne de la culture. Et on a imaginé une mascotte, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Je vous en dis pas beaucoup plus. Et cette mascotte, elle a un nom. Donc le nom, on l'a trouvé tout seul. On n'a pas demandé à ChatGPT. Par contre, le moment où je me sers de ChatGPT, c'est dire, voilà, ma mascotte, elle a tel nom. Est-ce que c'est ce nom-là, qu'est-ce que tu lui trouves de bien dans ce contexte-là? Donc, il faut que je précise le contexte. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT me sort une liste des 5 raisons pour lesquelles ce nom est correct et pour lesquelles ce nom est pertinent. Et ça m'aurait pris, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie de le synthétiser, de le penser, etc. Alors, je n'ai pas forcément copié-collé exactement ce que m'a dit ChatGPT, je m'en suis servi comme base de travail, mais j'avais mon argumentaire pour dire, voilà, j'ai trouvé un nom pour une mascotte, les 5 raisons pour lesquelles ce nom est correct, pourquoi il va marcher, pourquoi ça va. Et je peux demander à ChatGPT les 5 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Et donc, je peux préparer à la fois les arguments pour et ce qu'on m'opposera comme argument contre pour avoir une contre-proposition. Et là, ChatGPT devient un outil d'appui pour la créativité qui est vraiment très pertinent et très précieux. Tu me parlais d'une étude Gartner. On peut pas ne pas parler du risque sur l'emploi, malgré tout. Voilà. Donc une étude Gartner qui est sortie récemment, c'est ça? Qui est sortie il y a une quinzaine de jours, enfin tout est sorti récemment, qui dit qu'en 2030, un blockbuster hollywoodien, standard, comme on en regarde tous sans oser le dire, sera produit à 90% par l'IA. Il n'y aura plus que 10% de création humaine dans un blockbuster hollywoodien en 2030. J'aurais tendance à dire qu'il y en a 0 pour l'instant. Mais ça veut dire que dans nos métiers créatifs, dans notre créativité, dans notre façon de travailler, oui, il va y avoir des métiers qui vont disparaître, forcément, en tout cas dont on va avoir moins besoin. En tout cas pour faire des choses qui se font à la chaîne, à l'usine, avec des modèles assez classiques, voilà, sur la narration du blockbuster hollywoodien, il n'y a pas de surprise, on est toujours sur la même chose. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont les moins créatifs, parce qu'en fait, on va avoir moins besoin d'eux. C'est une excellente nouvelle pour ceux qui vont être les plus créatifs, parce que leur valeur ajoutée va être reconnue. J'ai beaucoup fait de journalisme, j'ai beaucoup enseigné à des journalistes.
à chaque fois que ce genre de choses est arrivé, c'est déjà arrivé avant, hein, avec de la génération de texte, je leur ai dit, mais c'est formidable. Plus les choses les plus banales sont faites automatiquement, plus vous pouvez vous concentrer sur ce qui est intéressant. Et c'est ça qui nous attend. Dernière question sur la régulation, parce qu'on parle beaucoup de régulation. Dès qu'il y a des nouveautés, évidemment, tout de suite, on veut réguler. Une bonne chose pour toi ou pas? Alors, j'ai un peu de mal à répondre à ça. C'est réguler quoi? Donc, on va avoir des problèmes de production en masse de contenu, de fausses nouvelles, de choses comme ça. Ça permet de faire tout ça aussi. Donc oui, il faut réguler. Après, il y a tout un récit autour de l'intelligence artificielle qui est fait pour faire parler de l'intelligence artificielle. Tous les récits qui font peur de fin du monde à la Terminator, et on en est très très loin aujourd'hui, mais qui permettent aussi d'attirer l'attention sur le phénomène. Dernière question. Donc là, tu as une cinquantaine de professionnels, des plus aguerris jusqu'à des plus juniors comme au fond de la salle. Tu as un conseil à donner? Allez-y. Allez-y à fond. Allez-y à fond, testez, amusez-vous avec. Moi, j'ai fait des choses, j'ai corrigé des copies, j'ai fait énormément de choses. Les limites sont assez incroyables, mais il faut savoir l'utiliser, donc il faut l'utiliser pour savoir le faire. Donc go. Merci beaucoup Sébastien pour cet éclairage inspirant. Donc on a vu jusqu'à présent 3 inspirations en ce début de matinée et on va faire un petit focus sur le prix Coup de cœur des Grands Prix 2023. C'est Camille qui va me rejoindre, Camille de Clercq. Je dis bien de Clercq, je prononce le K à la fin. De l'agence Tulipe et compagnie, alors pour une très belle campagne qui s'appelle La Prévoyance, c'est un jeu d'enfant pour BNP Paribas. Je crois qu'il y a un petit support vidéo, on regarde ça en images. Sachant que la baignoire contient 165 litres et que le robinet a un débit moyen de 12 litres par minute, calculez le temps que M. Durand, le plombier, devra mettre à arriver avant que la baignoire de Mme Franjul ne déborde, étant donné que son camion roule à une vitesse moyenne de 72 km/h. À partir de ce calcul, sachant que la location du camion coûte 9 € de l'heure à M. Durand et qu'il devra rouler 8 km/h de plus pour aller chercher ses 3 enfants à l'école, calculez les bénéfices de M. Durand sur sa journée sans oublier de déduire les frais de location mensuels de son local mentionnés dans le problème numéro 12. Enfin, reportez-vous au calcul du salaire d'aide à domicile de Mme Durand, qui gagne 2 fois moins que monsieur, pour définir si son mari pourrait embaucher un intérimaire à 11,50 € de l'heure s'il ne pouvait plus travailler. Bon, t'as compris? Ben oui, la réponse est dans l'énoncé. Monsieur Durand, c'est un travailleur non salarié, avec plein de charges, il doit louer son local, son camion, et en plus sa femme gagne beaucoup moins que lui. Et il doit encore assurer l'avenir de ses 3 enfants. Donc, Monsieur Durand a besoin de prévoyance. La solution, c'est protection pro, volet foyer, pour le protéger lui et sa famille, du volet entreprise pour ses charges, et le remplacer s'il ne peut plus travailler. C'est clair, hein? Hyper clair. Hyper clair. Bah voilà, c'est clair, non? Prix coup de cœur des Grands Prix 2023. Alors Camille, vous travaillez au sein de l'agence Tulipe et compagnie comme productrice associée. Racontez-nous un petit peu le contexte de ce prix coup de cœur. C'était quoi la problématique au démarrage? Alors, la problématique, BNP Paribas nous a appelés, c'est pour la banque commerciale en France, donc ça s'adresse vraiment à tous les conseillers. Ils ont beaucoup de méthodes et de nouveaux outils qui sont toujours mis à jour au fil du temps. Et donc, ils nous ont appelés en nous disant, voilà, on aimerait pouvoir attirer nos conseillers sur la problématique d'écoute active. Et pour ça, on aurait besoin de faire un film qui fera pas la formation, puisqu'on le disait, le format court ne fait pas tout, mais qui puisse en tout cas leur donner envie et ne pas leur faire peur et leur montrer que c'est pas si difficile. Ils nous ont appelés en nous disant, est-ce qu'on pourrait peut-être rejouer un entretien entre un conseiller et un client potentiel. Et puis ils nous ont dit, mais si vous avez une autre idée, peut-être que ça pourrait être
intéressant aussi, voire pédagogique. Du coup, on a travaillé avec eux pour savoir déjà quelle était la typologie de clients et qu'ils avaient identifié, quels étaient les clignotants. Donc ça, ils nous ont fait part de toutes leurs études. Et par rapport à ça, on s'est dit, ce serait chouette de pouvoir montrer que c'est pas si difficile. Et du coup, on est allé vers le côté un petit peu naïveté, innocence, et de se dire, finalement, si on écoute et qu'on a les bons réflexes parce qu'on nous les a enseignés avant, c'est peut-être pas si difficile de découvrir quelle est la typologie du client et du coup de voir quelles sont ces problématiques auxquelles il fait face dans sa vie actuellement et du coup de pouvoir lui proposer les assurances et les choses qui peuvent l'aider à ingérer son quotidien avec plus de douceur, on va dire. Là, on a vu un film, je crois qu'il y en a 4 au total, c'est ça ? Exact. C'est quoi le dispositif global d'ailleurs Alors, le dispositif global, c'est qu'il y avait donc 4 typologies de clients avec plein de petits clignotants, alors qui sont évidemment dans l'énoncé du texte de la jeune fille. Donc, on a créé une petite famille, donc c'est ses 2 parents et la petite fille et la babysitter. On voit pas là, d'accord. Qu'on voit pas là. Ouais. Et il y a 3 autres petits films qui introduisent finalement les 3 autres profils. Ça a été diffusé sur l'intranet de BNP Paribas et c'est accompagné évidemment de fiches pédagogiques. Et il y a évidemment des sessions de formation et ces films permettent de lancer vraiment la session de formation. Et c'est aussi partagé avec les managers quand il y a une réunion d'équipe en début de semaine. Voilà, ça permet vraiment d'introduire et d'ouvrir la petite formation de début de semaine. Il y a tout un travail là qu'on va regarder, sur lequel on va disserter sur le langage. Oui. Parce que faire arriver à parler à la petite fille comme elle le fait là, et puis également le vrai discours du conseiller, finalement, je crois qu'il y a eu un vrai travail de fait par rapport à ça. Oui, alors ça c'est, d'ailleurs on en parle beaucoup ce matin du langage, Oui. et c'est quand même le cœur de nos métiers. En fait, ce qu'on fait souvent, et c'est tout bête, mais à chaque fois qu'on écrit un scénario, on aime beaucoup le confronter avec le terrain, donc avec les vrais conseillers. Donc on essaye toujours de proposer à nos clients d'appeler leurs collaborateurs et de revoir vraiment le scénario avec eux et qui nous disent non, ça je le dirai jamais, ça, j'emploierai pas ces termes, c'est faux. Donc ça c'est le premier travail qu'on a fait. Et puis, évidemment, là, c'est assez difficile puisqu'on a mis des mots d'adultes dans une bouche d'enfant. Et donc, on a travaillé avec Zélie, cette comédienne qui est assez incroyable et volontaire. Et on lui a demandé ce qu'elle comprenait des textes. Alors, les premières versions, elle m'a dit « je comprends rien du tout ». Donc, on lui a réexpliqué, nous, avec des mots d'enfant. Et puis, avec elle, on a retravaillé le texte pour que ça sonne bien dans sa bouche et qu'elle puisse évidemment comprendre ce qu'elle disait. Et honnêtement, ce travail n'a pas aidé qu'elle. Ça, je pense, nous a tous aidés parce que on a tous envie parfois de passer des messages et parfois on peut se réfugier, on le sait tous, avec des mots un petit peu conceptuels qui ne résonnent moins dans la vie de tous les jours. Et donc on a fait ce travail avec elle qui était très instructif et on a pu vraiment revoir les mots. Et BNP Paribas a évidemment accepté qu'il y ait des termes qui ne soient pas forcément ceux qui étaient toujours utilisés, mais qui symboliquement permettaient de passer les messages. De mieux faire comprendre le message. D'ailleurs, la petite fille, je crois que c'est dans la vie, c'est la fille de l'acteur, le papa. Oui, ça, oui, parce qu'il y a toujours une problématique forcément quand on fait travailler des enfants. Alors évidemment, on n'a pas fait ce tournage en une journée, on l'a fait sur plusieurs jours pour qu'il n'y ait pas plus de 4 heures de travail pour Zélie. Et puis, il faut le faire évidemment les jours où il n'y a pas école, etc. Et elle a envie d'être comédienne et donc comme on a compris, on l'a su après, son papa, vous l'avez peut-être déjà vu dans plusieurs films, lui est comédien aussi, donc on s'est dit ce serait super si pour cette première expérience, elle pouvait jouer avec son papa et je pense que ça l'a beaucoup rassurée parce qu'elle était assez stressée, elle a vraiment envie d'être comédienne et donc elle a pris le projet très très à cœur. Et c'est ce qui est chouette dans nos métiers aussi, c'est que voilà, on l'a accompagnée aussi sur cette première expérience et je pense que peut-être elle était, maintenant elle voudra devenir conseillère prévoyance à la BNP Paribas. On ne sait pas. Alors j'en doute, j'en doute, mais peut-être. Dernière question, recevoir un prix coup de cœur, ça fait quoi
quand on est l'agence qui a produit ce... Alors, moi, j'ai vraiment sauté de joie parce que le prix coup de cœur, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos métiers, c'est de parler quand même avec le cœur, d'essayer de rester toujours authentique, de rajouter un petit supplément d'âme, même quand c'est compliqué, voilà, pour toujours essayer de marquer un petit peu les esprits avec cette créativité qui va faire toujours la différence, je pense, par rapport à tous les outils qu'on peut utiliser. Et puis, le coup de cœur, c'est ce qu'on essaye de créer avec le spectateur quand il regarde notre film. C'est ce qu'on essaie de créer avec nos clients quand on travaille avec eux, main dans la main, et qu'on se projette vraiment comme des partenaires. Et puis aussi avec, évidemment, toutes les équipes et toutes les personnes sur place. Donc, c'est un très très beau prix et je vous remercie beaucoup pour ce prix-là. Mais de rien, Camille. Moi, j'y suis pour rien en tout cas. Mais en tout cas, c'est mérité. Je rappelle d'ailleurs que ce film a reçu aussi le comment d'argent dans la catégorie communication interne. Exactement. Merci beaucoup pour cet éclairage coup de cœur. Alors, on va juste passer à quelques questions par rapport à ce qu'on a. Bien avec le micro, j'ai pas l'impression. Hein. Ah, faut que je me mette là, regardez, bien sûr, faut pas que je bouge. Est-ce qu'il y a par rapport à ce qu'on a vu ce matin, on a toujours Asaël qui est là, Sébastien qui est là, Mathilde qui ne doit pas être loin, avec Jackie, Jackie est là, Mathilde est là. Ou le prix coup de cœur. Est-ce que par rapport à ce qu'on a vu ce matin, les 3 grandes inspirations de ce matin, et puis ce prix coup de cœur, est-ce que vous avez les uns ou les autres des questions sur ces sujets? Donc on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de marque citoyenne et on a parlé, bien entendu, de format court. Est-ce que tout cela vous a inspiré des questions supplémentaires? Sinon, je vois qu'il y a une question. Alors, question. Oui, c'est sur l'IA et ChatGPT. Je pense que c'est déjà une responsabilité du communicant et de vérifier ses sources, etc. Mais là, ça devient un vrai sujet, puisque ne pas le faire, et surtout pour un journaliste ou un communicant avec un peu de visibilité, reprendre une fausse info, crédibilise l'info dans le système de ChatGPT qui va te dire si elle existe sur un support de qualité, c'est que c'est donc une bonne info. Donc qu'est-ce que vous donneriez comme conseil d'extrême vigilance par rapport à... Parce que ça, c'est un travail supplémentaire qui est déjà pas toujours fait correctement aujourd'hui, mais alors qui va devenir vraiment complexe. ChatGPT ne vérifie pas, c'est-à-dire que c'est un modèle de langage, les mots arrivent les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est plus artificiel qu'intelligence. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais quand je vous disais, il faut impérativement... Enfin, vous ne pouvez vous en servir que si vous connaissez le sujet. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas faire confiance. Alors, il y a une anecdote assez drôle, juste pour illustrer ça, d'un avocat qui s'est fait choper en citant des fausses jurisprudences parce qu'il a utilisé ChatGPT pour traiter son dossier. Donc en fait, si on ne sait pas, on se fait avoir. Si vous demandez des citations à ChatGPT, il va vous dire n'importe quoi. Moi, il m'a sorti des citations de Victor Hugo. Je sais pertinemment, parce que je connais tout Victor Hugo par cœur, que ce n'était pas Victor Hugo. Mais il faut tout vérifier. C'est-à-dire que sur l'info en elle-même, c'est compliqué. Alors, comme je suis abonné, j'ai ChatGPT branché sur le web, la version 4 pour faire de la pub vraiment. Et là, il vous donne les références. C'est-à-dire que vous avez, quand il va chercher sur le web, il vous donne la référence du site sur lequel il allait chercher l'info. Et là, vous pouvez vérifier. Ce qui n'est pas le cas dans la version gratuite que vous pouvez tous utiliser du jour au lendemain. Merci Sébastien. Oui. Ne bouge pas Sébastien, ne bouge pas. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un cadre qui pourrait être utile pour les utilisateurs de ChatGPT comme un code de conduite, comme un code de la route, mais qui serait un code de ChatGPT? Est-ce que ça a déjà été fait? Alors, à ma connaissance, non. La première réaction des entreprises, des écoles, ça a été d'interdire l'accès. Non, mais ça marche pas. Mais on n'y va pas pour des raisons de confidentialité, etc. À ma connaissance, il n'y a pas de code d'usage. Rien. Mais effectivement, comme on a assez vite fait des codes d'usage des réseaux sociaux dans un autre domaine, c'est complètement imaginable. C'est-à-dire ne pas l'utiliser si, faire ceci. Oui. Je pense qu'il y a une vraie question de pédagogie pour pas avoir de problème. Et
expliquer à l'ensemble des salariés les risques qu'il y a à ne pas vérifier, à ne pas aller trop vite, etc., c'est des choses qu'il va falloir faire, parce qu'on va effectivement forcément avoir des problèmes. Allez, encore une question, s'il y a une question. Sinon, c'est la petite pause de 10 minutes. Ouais. Oui, quand on regarde sur les deux, ChatGPT, intelligence artificielle... C'est le sujet du matin. Oui, non, mais ça reste effectivement un vrai sujet nouveau. Ouais. Le court, on aurait pu dire le long, c'est aussi la nouvelle tendance, parce que pour faire abstraction par rapport au court, ou les marques citoyennes, si on remonte au 19e siècle, les patrons qui logeaient leurs employés, etc., on y était déjà. Qu'est-ce qui fait que ça soit des vraies inspirations, ces deux-là? Asaël, Mathilde, Jackie. Sur la méthodologie, hein, on repart des dossiers que l'on reçoit. Pour redire la méthode qui nous permet de dire les inspirations. Donc les grands prix, on se dit que l'ensemble de la profession nous adresse ce qu'ils ont fait de mieux dans leur année ou dans les 18 derniers mois. On n'analyse pas que les gagnants d'ailleurs, et on en tire ces inspirations. Donc en fait, c'est vraiment une logique de terrain. C'est pas un truc éthéré, on voit dans les dossiers vraiment rejaillir ces sujets. Donc sur le sujet de la marque citoyenne, on revoit ces sujets d'engagement, soit directement parce que ce sont des campagnes sur ce sujet-là, soit dans l'argumentation, soit dans la manière de concevoir on va dire la porosité entre l'entreprise et la dimension sociale, sociétale, son rôle, ses impacts, etc., etc. Donc vraiment, voilà comment on a défini les tendances. Même si je suis complètement d'accord, c'est comme ça que j'ai commencé en le disant. Il y a des gros sujets de fond, puis on les voit un peu comme une éruption volcanique d'un seul coup rejaillir. Voilà, des anciens volcans qu'on croyait trop vieux. Merci Asaël. Je crois qu'il y avait une question. Oui, vas-y. Oh, oui, d'accord. Parce qu'en fait, c'est énorme ce que tu nous as dit sur Chanel qui vient financer les déplacements et que voilà, c'est peut-être une élection volcanique. Et ils l'ont fait aux États-Unis. Donc en fait, la question, par exemple, pour eux, c'est de se dire est-ce qu'on importe ça en France et ce serait quoi? Mais j'aurais pu citer, c'est une campagne qui a été toute petite, mais Veolia, par exemple, a fait une campagne publicitaire autour avec comme mot. Avec comme slogan comment se passer en gros du gaz russe. Ils ont fait une campagne de pub print, voilà, sur voilà, on va passer du gaz russe à, alors c'était mieux dit que ça, c'était un publicitaire qui avait fait un petit saut créatif, mais donc Veolia, enfin voilà, Veolia qui prend position sur un fait, et là les sujets géopolitiques, on voit bien que les marques sont embarquées dedans, donc on somme le roi Merlin d'expliquer pourquoi il est toujours en Russie, etc., etc. Et on voit bien, et donc la question du politique, nous par exemple on suit les pétitions, on a une analyse de toutes les pétitions en France, et on voit bien que les entreprises elles sont pas dans le box des accusés, ce serait pas faux, mais on vient les chercher sur des sujets politiques et pas sur des sujets seulement militants. Voilà. On va dire à Decathlon pourquoi est-ce qu'ils ont encore des rayons sur la chasse, par exemple. En disant la chasse, c'est pas du sport, etc. On va aller les chercher en levier pour aller réellement avoir un impact sur des lois, sur de la législation. Donc voilà, voilà, et Chanel a pris cette position-là aux États-Unis. Aux États-Unis, la frontière est un peu plus flou, puisque beaucoup de marques financent déjà des campagnes de manière très, très visible, etc., etc. Merci beaucoup. Je propose 10 petites minutes de pause et on redémarre dans 10 minutes. À tout de suite.